Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir la quatrième séance des chapitres de chimie, transformation rapide et transformation lente. On a vu dans les séances précédentes, c'est-à-dire dans les vidéos précédentes, les paragraphes suivants. Voilà. Nous avons vu dans le premier paragraphe les réactions d'oxydoréduction rappel. Dans le deuxième paragraphe, les transformations rapides et les transformations lentes. Petit 1, les transformations rapides. Dans l'activité expérimentale 1, on a vu un exemple d'une transformation rapide. Dans le paragraphe petit 2, on a vu les transformations lentes. Dans l'activité expérimentale 2, on a vu deux exemples de deux réactions lentes. Maintenant, la suite du cours, troisième paragraphe. Petit 3. Quelques méthodes physiques de suivi temporel des transformations chimiques lentes. Quelques méthodes physiques de suivi temporel des transformations chimiques lentes. La mesure de pression, c'est une méthode qu'on utilise lorsque la transformation chimique produisant ou consommant des gaz. Nous utilisons bien sûr un manomètre ou bien un appareil qui permet de mesurer la pression, voilà, pour suivre la pression des mélanges réactionnels dans le temps. Donc cette méthode, la mesure de pression, pour les transformations chimiques produisant ou consommant des gaz, nous utilisons un manomètre, bien un capteur de pression pour suivre la pression du mélange réactionnel dans le temps et voir est-ce qu'il est lent ou bien rapide. La conductimétrie, cette méthode, on l'utilise lorsque le système réactionnel contient des ions soit en produit, soit en réactif. La pH-métrie, on l'utilise souvent lorsque le milieu réactionnel est acide ou basique. Ce sont des méthodes physiques. On peut avoir aussi, ou bien on va voir aussi, une méthode chimique qui est le dosage. Le dosage va nous permettre aussi de suivre l'évolution temporelle des transformations chimiques. Donc ça c'est petit 3. Maintenant on va passer au troisième paragraphe dans ce chapitre-là. Troisième paragraphe. Mise en évidence expérimentale des facteurs cinétiques. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un facteur cinétique. Tout d'abord, petit 1, influence de la concentration initiale des réactifs. Bien sûr, parmi les facteurs cinétiques qu'on va voir, l'influence de la concentration initiale. Bien sûr, on verra que la concentration initiale est un facteur cinétique. On va voir comment évolue ou bien comment influe la concentration initiale sur la vitesse de la réaction. Activité expérimentale 3. C'est une activité un peu longue, mais c'est très intéressant. Vous pouvez la considérer comme un exercice de soutien et de
consolidation. Avant de faire, ou bien avant de répondre aux questions de cette activité, je vous conseille de regarder la vidéo du rappel de la quantité de matière et concentration molaire. Activité numéro 3. Dans 3 bichères, 1, 2, 3, on prépare à partir d'une solution aqueuse d'iodure de potassium. La solution d'iodure de potassium contient les ions K+, et les ions M- de concentration C et de l'acide sulfurique. Concentré, on prépare les mélanges donnés par le tableau ci-contre. Voilà. Dans le premier bichère, on met 10 ml d'iodure de potassium, 10 ml d'acide sulfurique et 30 ml d'eau. Dans le bichère 2, 20 ml d'iodure de potassium, 10 ml d'acide sulfurique, 20 ml d'eau distillée. Dans le bichère 3, on a mis 40 ml d'iodure de potassium, 10 ml d'acide sulfurique et 0 ml d'eau. Vous voyez que dans les 3 bichères, on a le même volume, ça veut dire la même quantité de matière des protons H+. Et par contre, la concentration des ions iodure elle est différente d'un bichère à l'autre. Ici, on a ajusté avec de l'eau pour obtenir le même volume total de solution dans les 3 bichères. Vous voyez que le volume total dans les 3 bichères, il est le même. 30, 10 plus 10, 20, plus 30, 50. 20 plus 10, 30, plus 20, 50. 40 plus 10, 50. Donc, ici, on a ajusté avec de l'eau pour obtenir le même volume total de solution dans les 3 bichères. Ensuite, l'étape suivante, on verse en même temps dans les 3 bichères le même volume V0 égale à 50 ml d'une solution d'eau oxygénée H2O2 de concentration C0. On agite les mélanges et on observe leur évolution au cours du temps. Voilà, ici vous avez cette photo est prise à un instant T avant l'état final. On va voir pourquoi on a précisé ici avant l'état final. Voilà, jaune, la couleur jaune, brun clair, ici brun. Donc, premièrement, ou bien la question numéro 1, calculer la concentration molaire initiale des ions iodure et moins dans chaque bichère. Donc, on va essayer de répondre à chaque question avant de lire l'énoncé de la deuxième question pour gagner un peu de temps. Vous avez tout le temps, vous avez la vidéo, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Donc, on veut calculer la concentration. Bien sûr, les ions iodure et moins viennent de la solution aqueuse d'iodure de potassium qui a une concentration C. Par contre, dans chaque bichère, le volume de cette solution n'est pas le même. La concentration est la même, mais le volume n'est pas le même. La quantité de matière des ions iodure dans la solution d'iodure de potassium est N égale à C fois V. Bien sûr, V dans le bichère 1 égale à 10, V dans le bichère 2 égale à 20, V dans le bichère 3 égale à 40. Donc, maintenant, on va répondre à la première question. On va appliquer la définition de la concentration
Bien sûr, ici on parle de la concentration molaire effective. C'est pour cela je vous conseille une deuxième fois de regarder la vidéo du rappel quantité de matière et concentration molaire. Voilà la réponse à la première question. Calcul de la concentration molaire initiale des ions iodures et moins dans chaque bichère. Dans le bichère 1, on écrit la concentration molaire effective des ions et moins. I ça veut dire initial. 1, ça veut dire le bichère 1. Donc l'indice I, indice 1, I initial 1, bichère 1. Donc, égal à la quantité de matière divisé par le volume total. Normalement, les ions iodures proviennent de la solution d'iodure de potassium de concentration C et de volume V. Donc, la quantité de matière égale C fois V divisé par le volume total. Le volume total ici égale à le volume de la solution d'iodure de potassium plus de l'acide sulfurique plus de l'eau plus les 50 ml de l'eau oxygénée ajoutée. Ça veut dire que vous avez ici un volume total de 100 ml. Donc on trouve 2 10 moins 2. La même chose dans le bichère 2. La concentration molaire effective initiale dans le bichère 2, 2 ici ça veut dire le bichère 1, la quantité de matière égale C fois V bien sûr, V dans le premier cas égale à 10, V ici égale à 20, divisé par le volume total il est le même, on trouve 4 10 moins 2. Même chose dans le bichère 3, la concentration molaire effective des ions iodures I dans le 3, ça veut dire bichère 3 égale C fois V divisé par V total. Donc le C il est le même dans les 3 bichères, mais le volume ici dans ce cas égale à 40. Donc multiplié par 10 moins 3, on l'a converti en litres divisé par le volume total qui est toujours égal à 100. Donc ça sera égal à 8 10 à la puissance moins 2. Donc ça, c'est la réponse à la question numéro 1. Maintenant, on va voir la question numéro 2. Écrire l'équation de la réaction qui se produit dans chaque bichère, sachant que les deux couples redox qui interviennent dans la réaction sont I2 et H2O2, etc. Donc, on a déjà vu comment écrire une équation d'oxydoréduction. Il faut déterminer les réactifs, puis écrire les demi-équations et on va faire toutes les étapes nécessaires que nous avons déjà vues. Donc, pour le premier couple, le réactif, c'est et moins, parce que I2, on ne l'a pas dès le départ. Hein. Au départ, on a seulement les ions et moins. Voilà, et moins. Pour le deuxième couple, on a H2O2. C'est normal, et moins, c'est un réducteur. Il va réagir avec l'oxydant de l'autre couple. Ça veut dire H2O2. Donc les réactifs ici sont le réducteur et moins et l'oxydant H2O2. Voilà, maintenant on va voir la réponse à la question numéro 2. Équation de la réaction. Les réactifs sont l'oxydant H2O2 et le réducteur et moins. Pour le couple I2 et moins, la demi-équation d'oxydoréduction est le réactif c'est et moins, donc on l'écrit à gauche, le son conjugué à droite. Vous avez ici un atome d'iode, ici vous avez 2, donc on doit multiplier par 2 pour équilibrer l'iode. Pardon. Maintenant l'iode, l'élément iode est équilibré.
la charge à gauche, vous avez deux charges négatives et à gauche, vous avez 0. Donc, on sait que les électrons sont ajoutés toujours à côté de l'oxydant du couple. L'oxydant du couple ici, c'est I2. Donc, on va ajouter les électrons à droite. Donc, puisqu'on a ici deux charges négatives, donc on doit ajouter deux électrons. Comme ça, vous avez deux atomes d'iode, deux charges moins, ici deux charges moins. Donc, on a équilibré la charge et les éléments chimiques. Pour le deuxième couple, le réactif, c'est H2O2. Donc, on va l'écrire à gauche. Et à droite, on écrit son conjugué qui est H2O. On équilibre les éléments chimiques. On commence par l'oxygène. Vous avez ici O2, deux atomes d'oxygène, ici 1. Donc, on doit multiplier ici par 2. Donc, maintenant, en multipliant ici par 2, le nombre d'atomes d'hydrogène devient égal à 4. 2 fois 2, 4. Ici, nous avons seulement 2. Donc, on doit ajouter 2 protons à gauche parce que le milieu est acide. Ça veut dire qu'il est riche en protons H+. Donc, maintenant, les éléments sont équilibrés. Vous avez 2 hydrogènes plus 2, ça sera 4. 2 fois 2, c'est 4. Ici, vous avez 2 atomes d'oxygène. Ici, vous avez 2. Donc, les éléments chimiques sont équilibrés. On passe maintenant à la charge. Ici, vous avez deux charges positives à gauche et à droite, rien. Donc, on doit ajouter les électrons. Bien sûr, les électrons sont toujours ajoutés des côtés de l'oxydant du couple. L'oxydant du couple, c'est H2O2. Donc, on va ajouter les électrons à côté de H2O2. Ça veut dire à gauche. Vous avez ici 0. Ici, vous avez deux charges positives. Donc, on doit ajouter deux électrons pour équilibrer la charge. Donc, 2 plus, ici 2 moins, si on fait la somme, c'est 0. Donc, on a bien équilibré la charge. Maintenant, pour écrire l'équation bilan, on va faire la somme des deux demi-équations membre par membre. Bien sûr, ici, vous voyez que le nombre d'électrons échangés est le même. Donc, on va faire la somme directement. Donc, voilà la première demi-équation, c'est celle-là. La deuxième demi-équation, c'est celle-là. Donc, H2O2 plus 2 et moins. Donc, je vais faire la somme des espèces qui se trouvent à gauche. Donc, on aura H2O2 plus 2 et moins plus 2H+. Maintenant, on va faire la somme des espèces qui sont à droite. Donc, I2 plus 2H2O. Normalement, le nombre, il y a 2 électrons à droite et 2 électrons à gauche. Donc, les électrons vont se simplifier. Ils n'apparaissent pas dans l'équation bilan. Donc, c'est ça l'équation bilan. Il est bien équilibré. On va voir ici, on va vérifier. 2 atomes d'hydrogène plus 2 atomes d'hydrogène, ça sera 4. Ici, vous avez 2 fois 2, c'est 4. L'oxygène, vous avez 2. Ici, vous avez 2 fois 1, c'est 2. L'iode, 2. Ici, 2. La charge, à droite, vous avez 0. À gauche, vous avez 2 charges négatives plus 2 charges positives, c'est 0. Donc, on a bien équilibré l'équation. C'est ça l'équation. Donc, maintenant, on va voir la question numéro 3. Comparer, la question numéro 3, comment explique-t-on l'évolution de la couleur du mélange réactionnel au cours du temps? Voilà, bien sûr. Ici, on a 3 bichères différents. Ce n'est pas le même bichère. Hein? Donc, ici, c'est 3 bichères différents. Donc, bien sûr, voilà, je vais relire la question. Comment explique-t-on l'évolution de la couleur du mélange réactionnel au cours du temps? Ça veut dire pourquoi
la couleur du mélange, bien sûr, dans chaque bichère, évolue avec le temps. Pourquoi? Pour répondre à cette question, on va revenir à l'équation bilan. Vous avez dans l'équation bilan la formation de diodes I2. On sait que la solution de I2 est une solution colorée. Donc sa couleur est brune lorsque le diode est très concentré. Lorsque la concentration de diode est faible, la couleur est jaune. Lorsque la concentration de I2 est moyenne, on aura une coloration brune claire. Donc, c'est ça l'espèce I2. I2, c'est grâce à I2 que la couleur de la solution évolue en fonction du temps. Bien sûr, parce que la concentration de I2 augmente avec le temps. Donc, la réponse à la question 3, la coloration du mélange évolue car la concentration molaire de diode I2 formé, bien sûr le I2 formé, augmente au cours de la transformation. S'il n'y avait pas de diode, on n'aura pas évolution de la coloration. Donc, c'est ça l'espèce responsable de l'évolution de la couleur de la solution, c'est le diode formé. Bien sûr, au cours du temps, sa concentration augmente. Donc, c'est pour cela l'évolution de la couleur varie au cours du temps. Maintenant, on va voir la question numéro 4. Question numéro 4. Comparer les concentrations molaires de diodes I2 formées dans les trois bichères à un même instant T avant l'état final. On va voir dans les questions qui suivent pourquoi avant l'état final. Donc, la question 4, comparer les concentrations molaires formées dans les trois bichères à un même instant T avant l'état final. On va voir pourquoi avant l'état final. Bien sûr, on sait que plus la concentration de I2 est grande, plus la couleur est intense. Donc, ici, la photo est prise à un même instant T. Donc, vous voyez que la coloration intense, c'est dans le bichère 3. Donc, le bichère 3 contient la plus grande quantité ou bien la plus grande concentration de diodes. Le bichère numéro 2 est moins intense, donc il contient un peu moins de concentration. Par contre, le bichère numéro 1 correspond à la coloration la moins intense, donc c'est lui qui correspond à la concentration la plus faible. Oui, donc on va voir maintenant la réponse. Simplifier un petit peu. Voilà. Pardon, la réponse à la question numéro 4. On sait que plus la couleur de la solution est intense, plus la concentration en diode est élevée. Puisque les volumes de solution dans les trois bichères sont égaux, donc le bichère 3 correspond à la concentration en diode la plus élevée. Pourquoi? Parce que dans le bichère 3, on a une coloration intense. Suivi du bichère 2, alors que le bichère 1
correspond à la concentration en diiode la plus faible. Donc c'est ça la réponse à la question numéro 4. Maintenant, la question numéro 5. En déduire l'influence de la concentration initiale des ions I- sur la réaction. Comment influe la concentration initiale des ions I- sur la réaction? En déduire, ça veut dire, dans la question numéro 1, lorsqu'on a calculé la concentration initiale des ions I-, on a trouvé que le bicaire numéro 3 correspond à la concentration la plus élevée. On va la revoir. Dans le bicaire 3, la concentration est la plus élevée. Dans le bicaire 1, la concentration initiale est la moins élevée. Maintenant, on va revenir à la question. En déduire l'influence de la concentration initiale des ions I- sur la réaction. Bien sûr, la réaction est plus rapide dans le bicaire 3 que dans le bicaire 2 que dans le bicaire 1. Pourquoi? Parce que le bicaire 3 correspond à la concentration la plus grande. Donc la réaction ici, le diode formé dans le bicaire 3 est plus grand, sa concentration est la plus grande. Donc on dit que la réaction est plus rapide dans le bicaire numéro 3 que dans le bicaire numéro 2 que dans le bicaire 1 parce que la quantité de matière formée est la plus grande. Ça c'est la question 4. Hein. On a comparé. Donc le bicaire 3, c'est lui qui correspond à la réaction la plus rapide. Et la question 1, dans le bicaire 3, on a la plus grande concentration initiale. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure maintenant? Hein? Dans le bicaire 3, la réaction est plus rapide et la concentration molaire initiale des ions I- est la plus grande. Donc, on peut conclure que plus la concentration initiale des ions I- est grande, plus la réaction est rapide. On va lire la solution. Voilà. La 5e question. D'après les questions 1 et 4, le mélange correspondant à la réaction la plus rapide ici, correspond au bicaire dans lequel il y a est formée la plus grande concentration en ion I2. D'après les questions 1 et 4, le mélange correspondant à la réaction la plus rapide est celui dans lequel la concentration initiale en ion I- est grande. Dans notre cas, c'est le bicaire 3. Donc on va voir que ce résultat est général. Maintenant, plus la concentration initiale des ions I- est grande, plus la réaction va vite. Donc, d'après les questions 1, la question 1, on a calculé les concentrations. La question 4, on a déterminé le bicaire qui contient la plus grande concentration. Donc, la plus grande concentration, ça veut dire la réaction la plus rapide, parce que les trois
les trois bichères. La photo que nous avons ici est prise à un même instant. Donc ici, la coloration intense, ça veut dire la plus grande concentration de I2. Ici, moins, ici la plus faible. Donc la réaction est rapide dans le bichère 3. Et on sait que le bichère 3, c'est lui qui contient la concentration initiale la plus élevée. Donc, c'est ça la réponse. D'après les questions A et 4, le mélange correspondant à la réaction la plus rapide est celui dans lequel la concentration en ion I- est grande. C'est le bichère 3 dans ce cas. Maintenant, il reste la question 6 et la question 7. On va les corriger dans la séance prochaine. Maintenant, la leçon est terminée. On va voir la suite dans les vidéos prochaines, Inch'Allah. Bien sûr, vous trouvez dans le lien sous la vidéo le fichier de ce cours. Et à bientôt.